Dans cette vidéo, nous allons suivre la création pas à pas d'un lotissement. Plusieurs étapes, dont la première est le choix du site. En effet, pour un même programme au sein d'une ville, plusieurs sites sont en général possibles. Il s'agit donc de les évaluer pour prendre le meilleur site pour accueillir notre programme. Pour cela, nous aurons à disposition une grille de questions qui va nous aider, comme nous allons le voir, à décider quel est le meilleur site pour le programme que nous allons mettre en place. Voici donc notre questionnaire. En fonction des réponses, il sera facile d'éliminer rapidement certains sites. Puis en plus de ces réponses, il y a la question des coûts d'aménagement qu'on va aborder à la fin, mais il est possible de faire très rapidement une évaluation des différents coûts pour savoir quel est finalement le site, le meilleur marché à viabiliser. Autre chose, c'est qu'on parle ici des choix techniques, des choix rationnels du point de vue, je dirais, du gestionnaire de la ville. On ne parle pas des questions politiques et des questions économiques qui ont leur importance et qui sont même souvent plus importantes dans le choix des sites à construire ou non. Première question, construction selon le SDO. Est-ce que le schéma directeur d'aménagement urbain dit que le terrain est constructible? On imagine que oui, autrement on s'arrête. Zone de lotissement, est-ce que c'est une zone pour le résidentiel ou est-ce que c'est une zone pour l'industrie? Alors on imagine aussi que c'est une zone pour le lotissement, donc pour le résidentiel. Alors on est dans les cas d'école, il y a des villes qui n'ont pas de SDO, il y a des villes qui ont des SDO mais qui ne le respectent pas, il y a des villes qui n'ont pas de POS, il y a des villes qui ont des POS, donc des plans d'occupation des sols, et qui ne le respectent pas. Donc on est vraiment ici sur ces deux premières réponses sur des cas d'école. Disponibilité foncière, là aussi on imagine que oui, autrement le questionnaire s'arrête, le site n'est pas disponible à la construction, donc ça ne sert à rien de se poser les autres questions. Une pente inférieure à 8%, pourquoi? Parce que quand on est à plus de 8% ou 9 ou 10%, ça devient difficile de construire dans la pente et les surcoûts dus à la construction en pente sont tels que c'est plus très rationnel. À part pour un standing véritablement très élevé. Autrement, on préférera les terrains plutôt plats pour des coûts et pour que techniquement ce soit plus facile à gérer. Le sol solide, oui, on est sur un sol qui permet d'accueillir les constructions. Est-ce que la nappe supérieure à 3 mètres du sol? Oui, parce que si elle est proche du sol, il y a des risques de remontée de la nappe et donc d'inondation. Et on va passer dans la colonne des noms avec les nuisances majeures. On imagine qu'il n'y a pas de nuisance majeure dans la zone. On imagine aussi bien qu'il ne risque pas de pollution de la zone, il n'y a pas de risque, la zone n'est pas polluée, donc on peut construire dessus. Et puis la question qu'on doit se poser aussi, c'est la présence, une fois que le lotissement est en place, est-ce que c'est ce lotissement qui va poser des risques de pollution pour l'environnement immédiat? Donc là, ce sera non, effectivement, autrement, il faut commencer à faire des arbitrages. Est-ce que c'est bien raisonnable de construire là? Terrain desservi par la voirie, oui, non. On peut avoir les deux réponses possibles. La voirie en desserte suffisante, oui, non. On pourrait avoir les deux réponses puisqu'on va ensuite en mètres linéaires ou kilomètres linéaires déterminer la longueur de la voirie. Finalement, créer des routes, ce n'est pas très difficile. La question, elle est celle du coût de création d'une desserte suffisante. Proche des transports publics, oui, mais ça, de nouveau, c'est un cas d'école, puisque dans la plupart des villes, il n'y a pas de mode de transport public avec des lignes prédéterminées, mais c'est finalement les transports qui viennent chercher les habitants où il y a du monde. Donc si votre lotissement est très dense et il y a une forte population, il y a de très fortes chances pour qu'il y ait finalement un transport public, que ce soit par minibus, que ce soit par taxi ou taxi-moto. Desservi en eau, c'est pareil. La question, oui, non. Est-ce qu'on peut faire de l'alimentation possible en gravitaire? Oui, non. Alors ça, il existe diverses méthodes, mais le gravitaire serait quand même le mieux parce que c'est le plus raisonnable financièrement parlant. Et puis si on n'a pas, on est de nouveau en mètres linéaires. Terrain desservi en électricité, ça c'est la même chose, oui ou non. Est-ce que la puissance est suffisante, oui ou non? Sinon, il faut la créer. Et quelle longueur de réseau on devrait mettre en place? Présence de transformateurs basse tension, oui ou non, là c'est la même chose. Enfin, la question des équipements publics. Le lotissement prévoit-il la construction d'équipements? Oui, non. Alors on va peut-être faire un centre de santé, une école primaire, un marché, une place de sport, et puis
ou une administration. Et puis, si non, alors quelle est la distance en mètres linéaires du premier hôpital, à quelle distance se trouve le lycée ou l'école secondaire. C'est des éléments très importants parce que souvent on prend des zones vierges, mais elles sont tellement vierges qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de marché, il n'y a rien du tout à disposition et on va parquer les gens dans des situations qui deviennent des situations extrêmes lorsqu'ils ont besoin d'un accès à l'éducation ou à la santé. Deuxième pas dans notre création de lotissement, c'est la question de l'affectation du site. Alors, on a par exemple, on peut imaginer une rivière ici. On va mettre un peu complété en bleu. Voilà. Alors, la question que l'on se pose à ce moment-là, c'est quels sont les terrains propices à l'urbanisation ? On a ici, sans doute, une trop forte pente. On a ici une zone inondable. On a ici une zone de forêt. Et on se rend compte que toute cette zone-là n'est pas bonne à l'urbanisation. Et finalement, il nous restera sans doute ici cette zone pour faire notre lotissement. Alors, pour reprendre un petit peu, je dirais, rapidement les différentes choses qui ont été dites. Alors, terrain en pente, si le terrain est trop en pente, il devient difficile de construire. Les terrains accidentés, si le terrain est complètement ondulé et a une coupe qui fait à peu près comme ça ne vaut pas la peine d'essayer de construire, c'est trop difficile, ça coûte trop cher. Les montagnes, les collines, forcément, à un moment donné, on est en pente, c'est des terrains qui sont recherchés par les classes supérieures en général, et c'est finalement, dans la plupart des villes, les bidonvilles qui s'installent, parce que c'est dans la forêt, c'est sur des fortes pentes, et que personne ne veut s'y installer. Les zones de carrière, forcément, les zones de sable, les zones humides, les zones environnementalement fragiles. Il peut y avoir des zones qui sont patrimoniales au niveau de l'environnement, ou alors où il y a des espèces de faune et de flore que l'on trouve que là, et il faudra à ce moment-là ne pas construire, les sauvegarder. Les zones inondables et les sites archéologiques ou le patrimoine, il y a des zones comme ça, qui soient naturelles ou construites. On a des terrains qu'il ne faut pas construire. Voilà. Alors, de notre plan qu'on avait tout à l'heure, on va soustraire tous ces types de zones où il est déconseillé de construire. Là aussi, on est sur le cas d'école parce que la plupart des villes, vous verrez qu'on a construit sur des zones de sable, des zones humides, des zones inondables. Mais lorsque l'on prévoit un lotissement, on doit faire les choses en connaissance de cause et, en principe, enlever l'ensemble de ces zones, soustraire au plan et puis finalement, tout terrain qui n'est pas dans ces quelques zones décrites précédemment, ça devient un terrain constructible. Ensuite, on va faire un diagnostic de la zone, une sorte d'état des lieux du terrain, une fois qu'on a choisi le terrain, une fois qu'on a vu ces différentes affectations, on a choisi le premier périmètre de notre terrain de lotissement, on va commencer à faire le diagnostic de la zone. Alors le diagnostic, c'est des questions qui peuvent être des questions climatiques, le soleil, on a ici la pluie qui tombe, forcément. Ça, c'est des données à prendre en compte. Le climat, le microclimat. La donnée importante aussi, elle est dans, ici, la nature du sol. On a des couches géologiques qui sont marquées. Quel type de sol on a. Quel type de drainage on peut avoir ici en surface. Sans doute que les eaux vont s'écouler dans le sens de la pente. Et puis, quelle est la nature ici de la faune et la flore. Donc ça, c'est important de savoir. Est-ce qu'il y a des espèces à protéger ou non. Ensuite, deuxième partie, là, on n'est plus en coupe, mais en plan. Alors, c'est l'existant. Est-ce qu'on a déjà une infrastructure de voirie qui mène, si je considère que ma zone de lotissement est celle-ci. Voilà. Et puis, est-ce qu'on a le réseau d'eau et le réseau électrique qui pourrait être jusqu'ici? On se pose la question aussi à savoir quels sont
ces terrains, la nature des terrains adjacents. L'étape suivante, c'est de faire le levé topographique de la zone. Alors on va faire à une échelle de 1 millième, 1 2 millième. On peut imaginer une échelle qui serait du 1/500e, qui serait beaucoup plus précise, mais avec beaucoup plus de détails, donc il faut beaucoup plus de temps pour faire le levé. Et il faut se poser la question si c'est raisonnable ou pas de passer autant de temps à faire un plan au 1/500e, alors que souvent le 1 millième ou 1 2 millième suffisent. Voilà, alors si j'imagine qu'on utilise cette zone-là, on va relever les différents points existants. Peut-être pas l'ensemble des bâtiments qui nous servent à rien, dans ce cas précis, mais les grands blocs, ce qui nous permet d'avoir ici, là, les amorces de rues existantes. On va relever bien sûr aussi les limites de forêt. On va relever les eaux. On va relever tout ce qu'il y a d'existant sur le site. Et puis, on fera des courbes de niveau tous les 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, en fonction de la nature du sol. On va bien sûr aussi relever certains grands arbres qu'on pourrait trouver, les grands baobabs par exemple, qu'il faut sauvegarder, et tout élément qui serait digne de protection, qui serait cultuel ou culturel, qui serait patrimonial, forcément on le relève de manière très précise. À la suite de cela, nous allons déterminer la taille et la forme des parcelles. Alors la taille et la forme sont influencées par des conditions sociales, sociétales, par la nature du terrain, par les conditions de construction. Nous allons voir toutes ces différentes choses les unes après les autres, en commençant par les modes de vie. Les modes de vie, pourquoi ? Parce qu'on se rend compte aisément que si j'ai des parcelles très très denses comme ça, on n'aura pas les mêmes rapports au voisinage que si mes parcelles sont extrêmement lâches avec des emprises de voirie très grandes. Donc ça, ici, c'est pas du tout le même type de vie qu'on peut avoir là. Pourquoi mode de vie aussi ? Parce que si je veux dessiner une parcelle collective, d'équipement collectif, sans doute que j'aurai besoin de mettre tous mes îlots, on parle d'îlots ici bien sûr, autour pour que ça devienne évident, très évident que c'est directement connecté ici. C'est pas du tout la même chose dans un autre schéma où je serai avec ma parcelle ici et mes îlots qui se développeraient uniquement là. Ensuite, nous avons la structure sociale qui peut influencer la taille de la parcelle. Finalement, on ne construit pas pour une même famille si la famille elle est de 8,7 personnes par ménage ou de 4 comme en Afrique du Sud. On était au Sénégal avant. Donc ça peut déterminer le choix de la grandeur de la parcelle en fonction de la structure sociale de la famille. Les techniques constructives ne sont pas du tout les mêmes. On voit aisément que dans le cas de ce quartier-là ou ce type d'habitat, les techniques de construction, le standing, les normes de la construction définissent aussi une parcelle moyenne. Si on veut ce type de building ou ce type d'habitat, on aura sans doute ici des parcelles qui seront plus grandes que ces petites parcelles individuelles juste ici. L'affectation des parcelles, on est sur soit du résidentiel, c'est le cas de ce qu'on va trouver tout ici, c'est des blocs, on voit différents blocs de résidentiel, et puis on voit que la taille n'est pas du tout la même quand il s'agit de taille industrielle, même si on l'imagine bien, tout ça est à un moment ou à un autre subdivisé. Alors on n'a pas toute la
limite foncière qu'on voudrait, mais on voit qu'on a des tout petits blocs ici et des grands blocs quand il s'agit de parcelles pour l'industrie. Ensuite, on a les règles géométriques. On pourrait imaginer qu'on a une taille ici qui est la taille minimale. Au-delà de ça, ça devient vraiment trop dense, vraiment trop serré, les gens sont les uns sur les autres. Et une taille maximale qu'on pourrait fixer aussi, au-delà de laquelle le coût de l'urbanisation est tel que ce n'est plus possible de faire un lotissement rentable. Enfin, la forme de la parcelle, on l'a vu précédemment, plus on est court sur rue, moins on a besoin de linéaire d'infrastructure, et plus on est large, plus on en a besoin. Mais la taille d'une parcelle comme ça, qui serait très élancée, on se rend compte aisément qu'il est très difficile de mettre une maison ou une baraque sur une parcelle comme ça. Et finalement, la meilleure des tailles, c'est le double carré ici. Donc un rectangle basé sur un double carré qui nous permet, je le rappelle, comme nous l'avons vu, de retourner le plan à la fin de l'îlot. Ensuite, à proscrire bien sûr le carré, c'est la forme qui est aussi peu rationnelle que les formes que nous avons vues avant. Et puis une dernière forme de parcelle qui serait le ou la patatoïde. Alors on n'aime en principe pas ce genre de choses puisqu'il faut plusieurs bornes, mais on peut très bien imaginer, il n'y a pas de raison de ne pas l'imaginer, que dans des cas de restructuration de quartiers précaires, on arrive à des titres fonciers avec des parcelles en patatoïde. Ensuite, sur ce qui est de la taille, on peut édicter des règles qui donnent des alignements ou des zones interdites à la construction, ce qui nous permet de n'avoir pas une trop forte densité sur rue, et on peut faire, ça c'est avec l'espace public, et on peut faire exactement la même chose entre deux parcelles en disant qu'il n'est pas permis de construire à moins de 3 mètres, à moins de 2 mètres, à moins d'1 mètre ou de 50 cm, c'est au choix, mais c'est des manières de faire de l'urbanisme qui permet de dégager un certain nombre de vues, de dégager d'une proximité ou promiscuité trop grande, et c'est des instruments, des plans d'alignement qu'on utilise assez souvent. Idem en coupe, on peut imaginer que le rapport entre l'espace public qui serait là et la construction, il est une hauteur maximale ou une hauteur minimale, et que en coupe aussi, entre voisins, on est ici une hauteur qui serait maximale de X mètres ou de X étages, qui permet d'éviter qu'un building de 50 étages se mette à côté d'une toute petite maison. Enfin, et c'est sans doute très important, les conditions économiques des populations qui vont s'installer. Si on est en bas standing ou en haut standing, il faut prendre en compte les revenus et la possibilité des familles ou des ménages de s'acheter une parcelle. Donc la taille de la parcelle va dépendre des revenus des ménages. Idem, nature du site, c'est très important aussi, en fonction de la pente, en fonction de la morphologie du site, on dessinera des parcelles qui ne seront pas forcément les mêmes. Elles seront rectangulaires ou patatoïdes en fonction des possibilités que l'on a. Ensuite, il faut déterminer les types de zones que l'on va mettre dans le lotissement. Alors la zone la plus classique, c'est la zone d'habitat, forcément. Mais on a également du petit artisanat, des zones marchandes, des zones socio-éducatives et le domaine public, des zones vertes. Nous allons voir en détail par la suite. Ici, exemple d'un lotissement où l'on voit que très certainement il s'agit ici d'un marché. Donc on a une première zone qui est une zone de marché. On a ici des espaces verts, peut-être inondables ou inconstructibles. C'est une deuxième zone. Nous avons ensuite toutes ces zones non affectées qui seraient très clairement des zones d'habitat, sans doute un transformateur électrique peut-être, et puis entre ces zones d'habitat, ce qui va rester,
c'est le domaine public. Donc on voit que au hasard, ici aussi sans doute une petite unité artisanale. Dans un simple lotissement, on voit déjà quasiment l'ensemble de nos zones, celles qu'on a décrites. Alors il manque peut-être une école, un dispensaire et des terrains de sport, mais on voit que n'importe quel lotissement fait place à toutes ces zones. Pour terminer avec ces différentes zones, il y a la question du pourcentage. En principe, la zone d'habitation est de minimum 50%. Vous trouverez dans certains lotissements beaucoup plus, puisqu'on compte la voirie environ à 20% des ordres de grandeur. Donc il y a un 70% voirie plus habitat et on a donc un 30% qui se balade pour les différentes zones qui seraient des zones commerciales, sociales, de loisirs, espaces verts. C'est très important de garder ces 30%, mais souvent ce qu'on voit, c'est que ce 30% tombe à 10% pour les équipements, et ce qui fait que notre 50% devient un 70%. Forcément, plus j'ai de zones d'habitation, plus j'ai de terrains cessibles, donc de terrains à vendre, et soit je fais plus d'affaires, soit ça diminue le prix de la parcelle de mon lotissement. Mais on essaie aujourd'hui de dire c'est 50%, ni plus ni moins, en habitation, le reste en voirie, en espace vert, en espace collectif. Donc, on doit déterminer le programme du lotissement. Pour cela, on se pose la question de quel est le nombre de personnes à loger. C'est A. B. Le nombre de personnes par ménage. Et puis, donc, le nombre de parcelles à produire, c'est simple, c'est finalement A divisé par B. Et je tombe sur un nombre de parcelles que je dois multiplier par la surface moyenne de ma parcelle. On tombe sur un total de X. Et finalement, comme j'ai 50% de parcelles d'habitat, 2 fois X, c'est égal à la superficie totale de mon lotissement. À cela, on va ajouter par la suite la question dans le programme des équipements. Il faudra définir quelle place on veut donner à chaque type d'équipement et quelle situation on veut donner sur le lotissement. Donc, à nouveau, pour les équipements, on a une population et puis on a une norme, un nombre d'habitants par équipement. Et ce qui nous donne le nombre à créer. Ensuite, on a une surface par équipement. Et on sait la surface nécessaire. Voilà. Ensuite, nous allons essayer d'adapter notre lotissement à la topographie. Donc si je me mets comme ceci avec mes rues, on va avoir très rapidement des problèmes parce que la vitesse d'écoulement perpendiculaire à la pente sera énorme et nous aurons des problèmes d'arrachement des sols ici et d'inondation sur les habitations. Pour remédier à ça, il y a plusieurs techniques. Alors on efface et on recommence. La première, c'est plutôt que de faire de grosses rues comme nous les faisions juste avant,
on va les faire en quinconce, ce qui nous permet, comme ça, d'avoir une vitesse d'écoulement qui sera nettement moins grande. Donc l'eau ne peut plus s'écouler en direct comme nous l'avions avant, comme ça, mais est à chaque fois cassée, et ça a comme conséquence de ralentir la vitesse d'eau et donc le risque d'arrachement des sols. Une autre manière encore, c'est que plutôt que d'être perpendiculaire comme ça, c'est d'être finalement en biais par rapport à la pente. Voilà. Et là aussi, on imagine volontiers que l'eau va aller comme ça, beaucoup moins vite, gentiment descendre, alors qu'avant, elle allait directement tout droit. Et si on couple les deux dernières choses qu'on a fait, c'est-à-dire qu'à la fois on casse les pentes, on se trouve dans des situations où le lotissement devient quelque chose qui pourrait être comme ceci. Et la question qu'il faut se poser ensuite, c'est de savoir s'il est pertinent ou pas d'avoir ces angles ici à la place d'angle droit. Donc il faut à la fois faire un arbitrage entre une perpendicularité dans la création de la route et finalement le dessin de la voirie qui permettrait à l'eau de s'écouler gentiment. L'arbitrage doit être fait et c'est sans doute une situation intermédiaire que l'on va trouver. Ensuite, les nuisances. Alors les nuisances, forcément, ça peut être le bruit. C'est souvent le bruit. D'accord ? Donc on évitera de se mettre exposé trop aux nuisances. Il y a d'autres nuisances qui sont le vent. Si j'ai mon quartier d'habitation ici, un vent dominant comme ça, j'éviterai de mettre ma zone industrielle ici pour que la pollution tombe là, et je la mettrai plutôt ici pour que le vent traverse d'abord la résidence, et puis que quand il se charge dans ma zone industrielle, il sorte et ne gêne personne. Voilà. Idem pour le soleil, hein, il faut imaginer une pente, des habitations. Alors la question c'est, selon la latitude, on cherche à se protéger du soleil ou au contraire, on cherche à s'exposer. 11e étape de notre step by step, la question de la desserte. Alors bien sûr, dans les villes africaines, dans la plupart des villes, le taux de motorisation est extrêmement faible. On a par exemple 17, 20, 25 ou 30 véhicules pour 1000 habitants, alors que dans des pays dits industrialisés, on peut être jusqu'à 500 voitures pour 1000 habitants. Donc la question de la desserte est importante, certes, mais il faut bien avoir les chiffres en tête. C'est pour une petite élite qui a la possibilité de se déplacer en voiture. Mais même si c'est cette situation-là, on la trouve quand même dans les quartiers les plus pauvres. Donc on ne peut pas faire l'économie d'une desserte pour les voitures. Il faut imaginer que les voitures sont exclusivement sur l'espace public. Ça ne se fait pas de garer sa voiture ou très peu sur l'espace privé, sur sa propre parcelle. Donc l'espace public doit à la fois gérer la bande roulante et à la fois gérer le parking des voitures. Et puis, comme nous le voyons sur l'image ici, on voit aisément qu'il faut prévoir aussi dans les gabarits ce genre de situation où finalement la rue est tellement défoncée, l'état est tellement piteux que ça ne suffit pas, cette largeur de rue. Il faudrait une rue beaucoup plus large pour que les voitures puissent facilement se déplacer. Donc le gabarit de la desserte n'est pas juste uniquement lié au nombre de voitures qui vont passer, mais est également lié aux conditions de la route et aux conditions climatiques de la ville. On pense enfin aux autres infrastructures. Quel schéma adopter ? Schéma linéaire, schéma en maille. Schéma en maille coûte plus cher,
Il demande plus de linéaire de tuyaux. Mais lorsque il y a une coupure quelque part ici ou là, le système continue à donner de l'eau à tout le monde, alors que dans l'autre schéma, si on coupe là ou là, toute une partie de la population n'a plus du tout accès à l'eau. Il s'agit ensuite de faire une estimation des coûts du lotissement, rapidement. Le point, bien sûr, le foncier. Voilà, l'achat. Point 2, ce sont les travaux in situ. C'est bien sûr la préparation du terrain, la voirie, l'adduction en eau, l'électricité. En 3, on a le hors-site. Chaque fois, on est ici B, ici C. Le point 4, les équipements. En 5, les études et la supervision. Et en 6, les diverses et imprévus. Et finalement, le prix du lotissement, le coût d'aménagement du lotissement, c'est la somme des points A à F. Une fois qu'on a ce coût, on a le coût d'aménagement. On vient de le voir. Ensuite, on a une surface du lotissement. C'est donné pour mémoire. Ensuite, on a une surface cessible, c'est-à-dire que l'on peut vendre d'habitat. Et celle-ci, comme nous l'avons vu, c'est environ 50% de la surface du lotissement. Et ce qui nous donne un coût au mètre carré de terrain. Puis, si on veut des parcelles de 150 mètres carrés, ça nous donne le prix unitaire pour la parcelle. Voilà. N'oublions pas de dire que le coût d'aménagement ici, il varie en fonction des standards ou des normes qu'on veut appliquer. Si c'est un haut standing ou un bas standing. Si on veut de la route bitumée partout ou juste stabilisée en terre. Si on veut un fort taux de couverture en équipement ou pas. Si on veut l'électrification. Si l'on veut l'adduction en eau individuelle ou pas. Donc toutes ces choses-là entrent et forment le coût d'aménagement directement lié au choix de standing. Surface du lotissement, on l'a vu avant, et puis la surface cessible qui devrait être de 50%. Et ensuite, vous pouvez, sans hésitation, faire un coût de parcelle pour 150, 200, 300, 400, 600 mètres carrés. Il y a des parcelles bien plus grandes encore, comme nous l'avons vu. Pour mémoire, dans les questions de coûts, il faut aussi tenir compte, quand il y a un bailleur de fonds international, des taux de change. Il faut également tenir compte de l'inflation, de l'augmentation des coûts, parce que le jour A, quand vous soumettrez votre esquisse de lotissement, et le jour Z, quand vous aurez fini les travaux, vous vous rendrez compte qu'il se sera écoulé une durée de plusieurs années. Et vu l'inflation dans certains pays, il est important d'imaginer déjà cette inflation dans les coûts de votre lotissement.